Donc Peter, je te remercie de m'avoir fait travailler sur ce sujet parce que j'ai découvert pas mal de choses. Je remercie aussi Sylvie Bouquero et le repère. Bon, sulfate de magnésium et crise éclampsie. Alors le point de vue de l'anesthésiste réanimateur en 2013. En 97, M. Tresser disait lors d'un congrès du Collège national des gynécologues obstétriciens que le magnésium était utilisé dès le début du siècle pour prévenir la récidive des convulsions éclamptiques, mais qui n'avait jamais fait l'unanimité jusque dans les années 90, parce qu'aucun essai thérapeutique collaboratif n'avait été mis en place pour prouver son efficacité, sa supériorité et son innocuité. Je vous rappelle qu'en 80, 2% des anesthésistes réanimateurs et des obstétriciens en Angleterre utilisaient le sulfate de magnésie, alors qu'aux USA, c'était largement utilisé. En 1920, un interne avait inclus le sulfate de magnésie dans le protocole de prise en charge des crises éclamptiques à l'hôpital universitaire de Los Angeles. Bon, donc, c'est très clair pour les anesthésistes réanimateurs depuis 15 ans. La recommandation du collège d'experts de la SFAR, le sulfate de magnésium est le traitement de référence de cette crise aiguë, grade 1. Il permet de réduire la survenue et les récidives des convulsions et ainsi la mortalité et la morbidité de cet accident de grossesse, avec une supériorité 50%. C'est un traitement efficace qui doit être prescrit tôt, et on va le voir pourquoi, si possible en prévention primaire. Il n'est pas sans risque et il doit être surveillé intensivement. On revient sur les études publiées en 1995 avec le diazépam, la phénitoïne, vous avez vu sur 700 patients, 450 patients, c'est où le petit bouton qui allume? Bon, au milieu. Voilà. Regardez, tout est en faveur du magnésium. D'accord? La mortalité, la récidive, les AVC, tout est en faveur du magnésium. À l'époque, beaucoup d'équipes en France, dans les années 80, faisaient soit du diazépam, soit du diidant, soit du sulfate. À Caen, avec Peter, s'en souvient, on avait introduit le sulfate dès les années 80, mais tous ne le faisaient pas encore. Pareil, la phénitoïne, c'est pire, et même l'outcome du bébé était pire. Bon, alors, les équipes d'Oxford, les Anglais un peu vexés, font le MASH-PIC trial en 2000 sur 35 pays, 175 hôpitaux, et donc 11 000 parturientes éclamptiques, dont des éclampties sévères. Et là, ils trouvent que il y a le double mortalité, le double de récidive d'éclampsie, le double d'AVC. Dans l'outcome immédiat du bébé, son admission en unité de soins, il n'y a pas grand-chose comme différence. Bon, les anesthésistes réanimateurs, ce sont des gens qui suivent les recommandations. Tout à fait récemment, il y a 2-3 mois, à la fin de l'année dernière, dans les annales d'anesthésie française, une équipe, celle de Seine-Maritime, a étudié sur les années 2002-2008 le nombre d'éclampsies et ils ont donc évalué cette évaluation et surtout ils ont voulu voir quel était le taux d'observance par rapport à ce traitement de référence. D'entrée, on a 92%. Donc les anesthésistes réanimateurs, à 92% en France, suivent les recommandations de l'ASFAR et du collège des gynécologues obstétriciens. Donc, sur ces 49 cas recensés sur 6 ans, on retrouve l'incidence nationale des pays riches, c'est 32 sur 100 000 naissances. Je crois qu'ici, c'est plus que ça, l'incidence des éclampsies sévères à La Réunion. Bon, l'âge moyen, c'est 28 ans. L'âge gestationnel moyen, c'est 34 semaines. Retenez ceci.
la plupart des femmes convulsent dans le prépartum, 20% c'est à domicile, 20% c'est aux urgences. Le traitement, il arrive après. Donc c'est bien les urgentistes qui vont devoir maintenant arriver avec l'ambulance, dans leur ambulance de magnésium, en éteignant bien sûr le pimpon, parce qu'il est évident qu'il faut amener à l'hôpital ces femmes dans le calme et pas en faisant la course. Bon, la moitié dans le prépartum, 8% dans le perpartum, et quand même 44% dans le postpartum. Mais en débutant la neuroprotection très tôt, je pense qu'on va réduire ces chiffres-là. Donc, comment ça marche? Alors, je vais aller vite parce que ça a été dit déjà. Ça induit la vasodilatation, donc ça baisse les résistances vasculaires systémiques et cérébrales par la production de prostaglandines vasodilatatrices. Ça bloque certains récepteurs impliqués dans l'excitotoxicité, les récepteurs MMDA, sur lesquels notre kétamine agit. Ça augmente le débit des artères utérines, donc c'est quand même bien pour le bébé, et c'est mieux que ne le fait la nifedipine et la clonidine. C'est l'antagoniste fonctionnel du calcium. Là, ça explique les paralysies, et vous avez le détail, mais je ne vous le décris pas, ça a été fait. Ça agit aussi au niveau de la jonction neuromusculaire, donc c'est aussi l'inhibition de la libération d'acétylcholine, c'est aussi des problèmes cardiaques. Et en fin de compte, 300 interactions enzymatiques du magnésium. Bon, on parle du sulfate de magnésium, parce que c'est historique, parce que les premières mines, il y a 100 ans, étaient aux USA et aussi à Magnésie, en Grèce, c'est d'où vient son nom. Mais pourquoi le chlorure de magnésium ne serait pas testé et ne serait pas mieux que le sulfate? En 2005, dans Magnesium Research, une revue scientifique, Magnesium Research, une équipe française dit que le sulfate de magnésium serait un peu moins efficace que le chlorure de magnésium et présenterait plus d'effets toxiques du fait d'interactions chimiques plus complexes. Mais écoutez, ça donne envie d'essayer quand même. Donc, est-ce que ce ne serait pas un nouveau challenge pour les prochaines décennies? Regardez, là vous avez la planisphère, vous avez par an, vous le savez, 140 millions de naissances. La densité de population, vous avez deux pays où c'est très dense, c'est la Chine et l'Inde. Un pays qui n'est pas encore tout à fait peuplé, mais avec une très forte croissance, ils seront 1 milliard bientôt. Et quand on voit cette carte, qui est la carte du SACI Group de l'université de Sheffield, qui représente la mortalité maternelle. Regardez où nous on est là, on contrôle vraiment bien, la sécurité fœto-maternelle est bien dans nos pays riches, mais par contre en Inde, et ici, elle est immense, elle est parfois 100 fois supérieure. Alors nous on a une petite responsabilité les prochaines années, d'interaction avec la maternité universitaire de Tananarive, de Majinga, de Maputo, de Dar es Salaam. Et avec d'autres, si Oxford veut aussi participer avec nous à une étude versus, why not? Donc, les protocoles classiques, alors nous c'est simple, mais moi je suis anesthésiste enfant au départ et j'ai horreur de faire beaucoup de la grosse seringue et un petit peu de la petite seringue. Ce que je fais moi, c'est d'adapter la posologie au poids, c'est d'indexer au poids. Alors le protocole classique qu'on utilise maintenant, si on a ce soir une toxémie, c'est de faire bien sûr 4 grammes en 30 minutes, 1 gramme par heure. Mais écoutez, quand on a une dame de 130 kg et une dame de 45 kg, vous imaginez bien que la tête du bébé ne reçoit pas le même taux de magnésium. Donc, ce n'est pas la même protection. Donc, je comprends que là, on ne pourra jamais comparer quoi que ce soit. Donc, je rappelle l'indication, c'est bien réservé à la prééclampsie sévère avec des signes fonctionnels. Donc, c'est vraiment quelque chose de clinique avant que l'on ait votre biomarqueur qu'on attend. Et on attend aussi impatiemment les anticorps monoclonaux qu'on pourra peut-être fabriquer ici.
Donc les céphalées, les troubles visuels, les rotuliens, tout ça, c'est de la clinique. Les sages-femmes qui appellent le SAMU doivent savoir les reconnaître, l'urgentiste doit savoir le reconnaître et doit savoir sortir son magnésium à ce moment-là. Bon, il doit aussi connaître les contre-indications, la conduction cardiaque mauvaise, la maladie neuromusculaire, l'insuffisance rénale avec la créatinémie, ça c'est peut-être un peu plus difficile. Bon, s'il y a une insuffisance, mais l'interrogatoire peut aussi aider. S'il y a une insuffisance rénale qui germe avec une diurèse qui baisse, il faut aussi se méfier. Alors là, on a aussi un nouveau biomarqueur, hein, je crois que vous l'avez aussi dans le sud, qui pourrait être utile, mais bon, on n'a pas strictement besoin dans ce cas-là. S'il y a des inhibiteurs calciques, on a souvent besoin de baisser la tension, bien sûr, hein, parce que parfois la tension est très élevée. Il faut bien sûr les surveiller de près. Alors, quel pourrait être le nouveau protocole, puisque la DRCI s'est intéressée à notre proposition, hein, donc on va faire une étude très bientôt de faisabilité. Donc, c'est simplement de faire une dose de charge qui tient compte du poids. Eh bien, le poids, on le divise par 2. Une dame de 80 kg, on divise par 2, ça fait 40 millilitres, ça fait 4 grammes. Alors, c'est à peu près le protocole du McPhee-Trial. Mais, à ce moment-là, regardez, puisqu'on indexe, physiologiquement, nous sommes à 1 millimole par litre. Eh ben, on va monter peut-être jusqu'à 3, donc on va être un petit peu paresseuse, là, au niveau de ses muscles. Mais après, on entretient avec une posologie qui va être le poids divisé par 10. Donc, il suffira de mettre 8, si elle fait 80 kg, on met 8. Donc ça, c'est simple, et ça nous évite de nous retrouver en surdosage chez les petits poids et en sous-dosage chez les poids, les patientes en obésité extrême. Et on est dans la zone thérapeutique. Et on évite pas mal d'effets néfastes. Et je crois que on peut, par précaution, on fera des dosages. Hein. Bon, la surveillance, elle est bien évidemment en unité de soins intensifs, au CIPO ou près des sages-femmes. La conscience, les rotuliens, la fréquence respiratoire, la diurèse, bien sûr, minimum. Service de soins continus. Bien sûr, on a parlé du gluconate de calcium. Là, j'ai indiqué la zone thérapeutique. Il ne faut pas aller là, sinon on va vers l'arrêt cardiaque. Donc, je conclus. C'est plutôt sel de magnésium. Vous oubliez le sulfate, c'est bon pour les vignes, le sulfate. C'est le magnésium dont a besoin le bébé et la maman. Hein. Donc, on sait que pour l'instant, c'est le sulfate. Donc, on va continuer à l'utiliser avant que nos études fonctionnent. Et pour assurer cette neuroprotection fœto-maternelle, il faut le faire tout en considérant que la comorbidité maternelle est malheureusement importante. Presque 1 sur 3 a un HELP syndrome. 1 sur 5 a une coagulopathie et 1 sur 6 a une hémorragie de la délivrance. Donc vous voyez, la morbidité est liée aussi à tout ça. La morbidité périnatale est de 6 à 10%. Et tout ceci, pour conclure, souligne l'importance des recommandations émanant des sociétés savantes dans l'homogénéisation de la prise en charge des pathologies rares mais graves comme l'éclampsie. Et surtout l'intérêt des études collaboratives interspécialités. Donc j'ai voulu appeler ça le MACPI, le Twin Mag Trial. Twin parce que probablement il n'y aura pas une grande différence entre le sulfate et le magnésium. La seule différence ce sera peut-être dans la façon de l'apporter et d'indexer au poids l'apport de magnésium. Merci. Bon, là, ça va être l'heure des questions. Hein? Oui, allez-y. Amandine, si tu veux. Nous aussi. Ah bon. Voilà, c'est vrai que le sulfate de magnésie, c'est le sujet vraiment à la mode actuellement, en particulier dans la protection neurocérébrale. Amandine l'a très bien résumé.
Et ce qui va être intéressant, c'est de faire un peu le tour des protocoles qui sont déjà mis en place dans chaque service. Professeur Poulain pourra aussi nous parler un peu des protocoles que vous utilisez à Rennes. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Il y a beaucoup de points d'interrogation sur les doses. À partir de quel moment il faut le donner. Il y a des points d'interrogation aussi sur l'efficacité après 2 ans. Donc, et c'est au travers de tout ça que les protocoles se sont établis dans chaque service. Et la durée du traitement, bon, je peux parler un peu pour les gynéco-obstétriciens. En général, on ne dépasse pas les 24 heures, voire 12 heures. C'est les protocoles qui sont le plus répandus. Ça, c'est pas trop ce qui nous gêne. Ce qui nous gêne, c'est à partir de quand il faut le commencer et à quelle dose, les doses de charge. Vous avez vu que dans les études multicentriques, en général, on commence à des doses de 6 grammes, puis c'est 2 grammes toutes les heures. De manière conventionnelle, on s'est adapté à ce que font les anglo-saxons, c'est-à-dire qu'ils utilisent les mêmes protocoles que pour la prééclampsie, ça veut dire 4 grammes en flash puis 1 gramme tous les 4 heures. Bon, après, il y a encore d'autres protocoles qui sont sortis, dont les 4 grammes en flash, puis après on ne fait plus rien. Donc, voilà. Je voudrais dire que galéniquement, il n'y a pas la même dose de magnésium dans 1 gramme de chlorure de magnésium que dans 1 gramme de sulfate de magnésium. Hein. C'est pour ça que ce n'est pas tout à fait en volume équivalent. Hein. Alors, je vais vous dire ce qu'on fait. Parce que nous en avons parlé l'année dernière. J'avais invité Loïc Santille d'Angers, qui avait, semble-t-il, pas mal bossé le sujet, et nous a présenté son protocole. Et donc, en fait, après son passage, je crois que c'était c'était fin mai l'année dernière, on a décidé... Bon, c'est vrai que l'équipe de Néonat était très très partante pour qu'on le fasse. Je vois qu'on a pris beaucoup moins de précautions que vous, et on y est allé comme ça, et je suis pas sûr qu'on va être très capable de faire la 3e partie du programme, qui est l'évaluation des résultats. Mais enfin, donc, juste pour vous dire le protocole comme ça de tête, c'est dans notre protocole pour des naissances inférieures à 33 semaines. C'est pour l'accouchement imminent. Et effectivement, alors c'est la dose de 4 grammes, je crois que c'est en une demi-heure, mais là je ne me rappelle plus exactement, et ensuite 1 gramme poursuivez après. Et si il s'avère que l'accouchement dont on pensait qu'il allait être imminent ne l'est plus, le traitement est arrêté au bout de 12 heures. Voilà, c'est des grandes lignes. Voilà, avec toutes les précautions de surveillance clinique. Est-ce que vous scopez ? Je crois pas. Parce que dans les pays anglo-saxons, on ne scope pas. Dans les protocoles, on ne scope pas parce que le risque est vraiment infime. Il suffit de surveiller les réflexes ostéotendineux. Oui. Il n'y a aucune morbidité particulière dans les posologies qui sont utilisées. Oui. Donc c'est bon. Et il est prévu quand même dans le service que c'est l'obstétricien qui décide, mais que le tandem anesthésiste-obstétricien doit être informé. C'est-à-dire que l'anesthésiste doit être informé qu'on démarre le protocole sulfate de magnésium. Voilà, donc ça veut dire que pendant la garde, on sait que la patiente est à surveiller de près. Il y a quelqu'un qui la surveille, bien sûr, et qu'on peut être appelé à tout moment si on se pose des questions d'éventuels surdosages à venir, etc. C'est vrai que le premier signe, c'est ça en fait, hein, c'est la diminution, l'abolition des réflexes ostéotendineux. C'est le premier signe d'intoxication au sulfate, donc ça suffit, enfin, a priori, ça suffit pour dépister effectivement un signe de soulage. Voilà. Si ça apparaît, il faut effectivement scoper et arrêter le traitement. Voilà, et on demande de surveiller la fréquence respiratoire et que ce soit noté sur une feuille de surveillance. Ouais. Et en cas de césarienne programmée, parce qu'il y a des protocoles où on dit on peut faire 4 grammes en flash, on commence 4 heures avant la césarienne. Oui. Et il y a des protocoles qui sont sortis dernièrement en Belgique, en particulier pour l'équipe de Leuven, où il faut uniquement 4 grammes en une demi-heure, 1 heure avant la césarienne. On a pris cette attitude-là, mais bon. Je sais pas. On n'a pas 2 protocoles différents. Oui. Donc pour une césarienne programmée, vous le faites, elle descend pour la césarienne, vous commencez le protocole combien de temps avant ? Oui.
Je ne sais pas répondre à votre question, là, j'avoue que je ne sais pas. Et par contre, ce que je sais, c'est que quand même, on parlait de la faisabilité, je pense qu'on a encore pas mal d'accouchements très précoces, donc où le sulfate de magnésium n'a pas été fait, hein, où on a été bousculé et où il n'est pas fait du tout, quoi. Une remarque pour 4 grammes en 20 minutes, il y a en une demi-heure, il y a 3 jours, la patiente qui avait reçu ça, quand on lui a fait l'arachie, c'était des jumeaux en plus, elle se plaignait de gêne respiratoire, et dès que les jumeaux sont sortis, déjà ça allait mieux, on lui a fait du gluconate pour qu'elle retrouve une force musculaire. Hein, parce que quand tu fais 4 grammes rapidement, tu vas monter, tu vas dépasser les 3, et là tu vas avoir une baisse des réflexes tendineux, tu vas avoir une faiblesse musculaire, parce que notre physiologie, on est à 1. Hein, en faisant en 4 grammes, tu vas passer à 3. Et après, pour l'entretenir entre 2 et 3, tu fais ton entretien. Mais il faut se méfier de ça, à mon avis. Alors, parce que c'est désagréable pour la patiente. Elle n'arrivait plus à parler. Elle était, et nous, on savait que ce n'était pas la rachis. On savait que c'était le magnésium. Ça marchait. Ouais. Alors, nous, on a mis 34, on a mis 34 semaines comme barre. Le professeur Gouillon disait que parce qu'à 34 semaines, il y a quand même 8% de risque de paralysie cérébrale. Hein, c'est quand même beaucoup plus que... Donc, on est quand même presque à... Si on compte tous les troubles du développement, certains troubles du développement moteur, on est assez élevé, hein, à 34 semaines. L'indication, elle est à moins de 32 ou moins de 33, c'est au choix. On n'inclut pas les 32 dedans. À 34 semaines, il y a une étude qui est en cours pour évaluer le potentiel bénéfice. Mais on n'est pas, de toute façon, en base à 8% de paralysie cérébrale à 34 semaines. Moi, j'ai une question à poser sur le chlorure de magnésium. Je n'ai pas tout compris sur moi. C'est quoi l'avantage de remplacer le sulfate par le chlorure? L'équipe française qui a travaillé et qui a publié sur Magnesium Research a montré que moléculairement, ce sel, c'est un sel minéral, avait été moins xénobiotique que ne l'est le sulfate de magnésium. Et il y avait moins d'effets adverses, il y avait plus d'efficacité. Le chlorure de magnésium, on l'emploie pour le cœur, pour les arythmies. Donc, on se dit que si le sulfate était employé, c'est parce qu'il y avait des mines de sulfate de magnésium au début du siècle et que ça a été l'habitude. Et on évite de changer en médecine. On a une résistance au changement qui est telle qu'on a appris ça. C'est un grade 1 en recommandation. Mais il faut, je crois, tester peut-être le magnésium sous sa forme de chlorure, s'il s'avère qu'on a moins d'effets adverses. Mais peut-être qu'on se trompe, c'est une recherche. Peut-être que l'étude de faisabilité va nous montrer que c'est pas bien et on va arrêter. Mais je pense pas que ce soit une impasse. D'accord. Et Sylvia qui voulait poser une question. Non, s'il vous plaît. Sylvia Jacobelli, vous qui... Non, non, mais tu lèves la main depuis le début. J'ai renoncé. J'aurais voulu savoir le taux de décès et de paralysie cérébrale dans l'étude du New England, parce qu'il me paraît qu'il y avait très peu de paralysie cérébrale. Ça m'avait un peu surpris. Et après, je voulais dire que nous avons eu en Bourgogne un cas d'une erreur iatrogène chez un prémat de 25 semaines qui a reçu 10 fois la dose de magnésium et qui allait plutôt bien. Elle est décédée d'une hémorragie cérébrale gravissime, grade 4, en absence d'hypotension. Mais là, je rapporte tout simplement ce qui s'est passé. Et le troisième point, il me semble avoir lu dans un de vos vieux papiers, Monsieur Gouillon, que ça peut donner des sacrées insuffisances rénales chez, justement, dans le rein stressé de l'animal, vos études avec Guignard. Alors, est-ce qu'il faudra regarder ça? Est-ce que je me rappelle, je me souviens. C'est vasodilatateur rénal. D'accord, donc c'est un protecteur du rein, oui. Vous dites. D'accord. Et le taux de paralysie, donc vous vous rappelez dans l'étude du New England, combien? On avait parlé des micros. Ouais, je crois que c'est 3,5%. Et 5% dans le groupe pas traité et 3,5% dans le groupe traité. C'était avant 32 semaines. Et voilà, c'était ça. C'est bas. Alors non, c'est modéré à sévère. Il n'y a pas les légères là-dedans.
c'est modéré à sévère. Donc, c'est ça, le critère principal. En cas Juste une question qui me perturbe sur le chlorure de magnésium, parce que ça se vend en pharmacie sans ordonnance, donc en libre service si on veut, donc sans limitation de dose, et ça me perturbe énormément, parce que si vous dites que c'est la même efficacité en protection et sans risque a priori, puisque sans ordonnance, c'est perturbant. Non, mais le sulfate de magnésium est aussi vendu comme laxatif. Hein. Quand on le prend en péros, le sulfate de magnésium, ça évacue. Moins le chlorure. Et non, le pharmacien rappelle qu'il faut mélanger les 20 grammes dans 1 litre et boire 1 verre ou 2 par jour, pas plus. Hein. Et si on se bourre de magnésium, c'est pas bien non plus. Il y a une posologie à respecter. Juste une question. Dans les études, il n'y a pas un délai d'imprégnation minimal pour avoir la neuroprotection cérébrale du fœtus? Là, c'est vraiment, on dit que c'est vraiment un point d'interrogation Voilà, quand donc même. ça Parce reste un qu'on point d'interrogation. parlait, on dit, Mais c'est pas un point d'interrogation parce que c'est dans les 24 heures qu'elles sont accouchées. Là, je pense à l'étude 2008, c'est ça, c'est la critère d'inclusion, c'est accouchement dans les 2 à 24 heures après. c'est ça, dans les études. Oui, Bon, mais est-ce que si on le donne et que voilà, elle accouche une demi-heure après le début de la perfusion, est-ce qu'on a une efficacité? Est-ce qu'il faut un minimum d'1 heure, un minimum de 4 On heures? ne sait pas. Là, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, entre 2 heures et 24 heures, l'étude, elle montre qu'il y a une efficacité. D'accord. Après, Donc il faut un minimum de 2 heures avant. Non, mais avant, ça marche aussi, mais c'est pas évalué. c'est bien toute la D'accord. question qu'on a une césarienne qui est Voilà, programmée. une césarienne programmée. Est-ce qu'on fait qu'une dose ou on commence 6 heures avant? Au Canada, ils commencent 6 heures avant. C'est qu'il pense qu'il faut une imprégnation. Il y a d'autres équipes, dont à Leuven ou dans des équipes belges, où ils font que la dose flash. D'accord. 1 heure avant la césarienne. C'est l'étude MACPI qui a permis, en étude sous-groupe des moins de 33 semaines, de constater que les enfants allaient mieux. Hein. Donc c'est à partir de 2004-2005 qu'on s'est rendu compte de l'intérêt du sulfate, du magnésium chez l'enfant. Et après, il y a eu les études. Juste en pratique, où est-ce qu'on les surveille ces patientes? En soins intensifs, dans les services? Qu'est-ce que vous préférez? En fait, s'il s'agit de prééclampsie sévère, Oui, dans le donc, cas de la avec- prééclampsie. prééclampsie sévère avec un anticalcique, et il faut associer, il faut que ce soit monitoré, une infirmière, un interne, il faut les surveiller. Dans le cas de la Pas de protection, sage-femme, non. donc. Dans le cadre de la neuroprotection. Dans le cas de la neuroprotection, non. Je peux intervenir. J'ai plusieurs petits points de perplexité. D'abord, vous avez présenté des études sur la neuroprotection de l'enfant et puis vous avez présenté des études sur la protection de la femme atteinte d'éclampsie. C'est 2 choses différentes, évidemment. Je dirais pour ce qui concerne l'enfant, l'hypothèse que le chlorure de magnésium puisse être pareil que le sulfate de magnésium, elle est toute attestée, donc non pour l'instant. Autre chose, ça nous fait rêver, quand nous sommes des néonatologues, d'entendre qu'on pourrait réduire, et de ce pourcentage-là, la paralysie cérébrale. Ça nous fait rêver, mais quand même, ça me laisse un peu quelques perplexités. Premièrement, on ne connaît pas le mécanisme. On peut imaginer que le mécanisme d'un vasodilatateur qui réduit les productions de radicaux libres se passe au niveau du placenta, améliore la perfusion du fœtus. Donc on peut imaginer des choses, et au niveau de la substance blanche aussi, et pareil. Donc on peut imaginer que ça se passe comme ça, mais on n'a pas encore bien compris le mécanisme. À la fin, on sait que c'est plutôt bénéfique. Mais cependant, il faut qu'on essaie de comprendre mieux. Nous sommes en train de traiter une femme au moment peu avant l'accouchement. Nous ne savons pas si le type de cause de la prématurité qui est en cause peut jouer un rôle. Hein, si ça va être différent chez l'enfant né de la femme prééclamptique par rapport à l'enfant qui naîtra d'une femme qui a une choriamniotite, par exemple. Nous ne savons pas s'il y a un jeu de la voie d'accouchement, nous ne savons pas encore. Peut-être qu'il y a
Entre les lignes des études randomisées, il y a ces réponses-là, mais il faut aller les chercher. Et surtout, d'un point de vue philosophique, nous traitons une femme, mais en réalité, nous sommes en train de traiter un enfant. D'accord ? Nous traitons le fœtus. Nous protégeons le cerveau du fœtus. Nous sommes en train de traiter le fœtus. Et nous observons, nous préoccupons des effets secondaires sur la femme. C'est très important, la femme. Mais à mon avis, il faudrait être un peu plus systématique à chercher l'efficacité versus les effets secondaires chez le bébé. Autrement, les études ne sont pas complètes. Et donc, cette petite hygiène, c'est mes réserves, tout en sachant que ça me fait quand même rêver l'hypothèse et la possibilité d'avoir à la fin une efficacité comme celle qui a été montrée. On va conclure. Oui. Oui, on va conclure. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Francesco, c'est très intéressant. On attend comme la messie l'équivalent de la corticothérapie anténatale. Et pour répondre aussi, pour rebondir ce qu'avait dit Julie précédemment, donc c'est vrai que pour le délai de démarrage, c'est finalement un peu comme la corticothérapie anténatale. Si on est persuadé que ce truc marche, on ne sait pas si la femme va accoucher dans 2 heures, on fera la corticothérapie anténatale comme on ferait le magnésium. Maintenant, qu'on ne sache pas comment ça marche, mais si on a un gain important, moi personnellement ça ne me dérange pas, je traite bien des hémangiomes, des enfants menaçants par des bêta-bloquants alors que je ne sais pas comment ça marche. Mais je suis d'accord sur un point, c'est qu'il faut que des études à plus long terme concernant le devenir des enfants, la vie d'un enfant ne s'arrête pas à 2 ans et ne se confine pas à une paralysie cérébrale ou non, soit disponible. Et la deuxième chose, je ne sais plus ce que je voulais dire, oui, c'était une question à Jean-Bernard. Est-ce que sur les études en intention de traiter concernant la neuroprotection, on a eu bien sûr forcément dans ce groupe des femmes préclamptiques, est-ce qu'il y a un intérêt supplémentaire ou pas, ou ça n'a jamais été fait? Est-ce que, pour la salle, est-ce que tu veux repréciser? La question c'est, est-ce que dans les études en intention de traiter de neuroprotection, est-ce que par hasard, il y a eu des femmes qui ont développé des préclampsies dans ces cohortes? Elles étaient toutes exclues. C'est-à-dire que dans les 5 études randomisées prospectives, il y a effectivement 4 qui sont en intention de traiter, avec exclusion des femmes qui ont une prééclampsie. Il y a un essai, effectivement, où les prééclampsies, c'était le but du traitement par sulfate, mais il n'y a pas de bénéfice en termes néonatal. C'est-à-dire que là-dessus, le sulfate ne prévient pas les séquelles neurologiques. C'est ce qui a été montré, en fait. Mais après, voilà, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, c'est-à-dire que sur l'effectif qui a été traité, il n'y a pas de bénéfice significatif dans la cohorte prééclampsie. Par contre, dans indication juste neuroprotection et pas prééclampsie, il y a un bénéfice à 2 ans. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais dire, en fait, c'était après, si c'est vraiment bénéfique, ça me rappelle un peu comme l'hypothermie du nouveau-né. On est plus ou moins convaincu que ça marche bien, mais c'est une technique lourde qui a ses effets secondaires. Voilà, je pense qu'on sera vraiment convaincu quand on sera persuadé que le devenir à long terme des enfants soit vraiment avec un bon devenir aussi à long terme, et que ce traitement soit mieux géré, entre guillemets. Juste un petit mot, on peut être quand même rassuré, c'est quand même le premier tocolytique, c'est toujours, je crois, le premier tocolytique aux États-Unis. Donc on a quand même un recul un peu sur les effets secondaires qui pourraient apparaître chez les enfants, puisque pas. Voilà. Bien, le mot du fin, Monsieur le Président. Alors merci beaucoup, merci pour cette brillante table ronde, merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout, c'est que ça devait être assez intéressant quand même. Et j'ai quelques messages à faire passer avant que nous nous quittions. C'est Sylvie qui m'a passé ça, elle ne veut pas le faire elle-même, pourtant elle le fait avec beaucoup plus de charme que moi. Il reste 20 places pour le dîner, donc si vous avez envie de venir dîner avec nous ce soir à 20h au Créolia, vous êtes conviés. Il faut rendre les badges, ces badges-là, il faut les rendre à l'accueil, ils vous serviront l'année prochaine, parce qu'il est évident que vous viendrez l'année prochaine. Ensuite, un questionnaire en ligne vous sera envoyé chez vous, parce que tout le monde n'a pas rempli le questionnaire. Je sais bien que c'est un peu fastidieux à remplir ça sur un coin de chaise.
Vous le recevrez, tous les inscrits le recevront, et si vous le renvoyez en retour, en remerciement, en paiement, je dirais presque, vous recevrez un code qui vous donnera accès au film de toutes les sessions. Vous avez intérêt à remplir là. Hein. Donc je vous souhaite à tous un bon retour chez vous. Encore merci au repère, à Sylvie et à son équipe. Et à l'année prochaine pour les Europe 3 à Saint-Pierre.